Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un sujet qui était en filigrane de quasiment toutes les conférences de ce congrès du télétravail, la cybersécurité et la cybermalveillance. Comment s'en prémunir? Enjeux, outils, méthodes. C'est ce qu'on va voir ensemble pendant une heure avec nos invités. Laurent Verdier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission sensibilisation risque cyber pour cybermalveillance.gouv.fr. Arnaud Lordet, bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, chef de projet finance PME et croissance externe. Vous travaillez également sur la transmission d'entreprise et vous occupez d'un dossier en lien avec la cybersécurité. Stéphane Prévost, bonjour. Bonjour. Et vous représentez l'entreprise Stormshield, donc on va découvrir ensemble. Laurent Verdier, je voudrais qu'on pose le cadre ensemble de ce rendez-vous, de l'heure que l'on va passer ensemble. La cybermalveillance, la notion de cybersécurité, ça concerne tout le monde, à la fois le pro, le perso. Là, on va vraiment parler du pro ce soir, de l'aspect professionnel. Oui, de toute façon, par rapport à la raison même de cette manifestation, on va plutôt axer nos propos sur le pro. Tout d'abord, un grand merci au Congrès Télétravail de nous avoir conviés à cette conférence aujourd'hui. Plaisir d'autant plus partagé puisque j'interviens aujourd'hui avec deux de nos membres, Stormshield et CPME, sont membres du dispositif cybermalveillance.gouv.fr, en tout cas du groupement d'intérêt public ACIMA, Action contre la cybermalveillance, qui opère la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc moi je vous propose de voir un petit peu les choses en trois temps, très rapidement, parce que je ne vais pas vous noyer sous une cascade d'organigrammes. Qui sommes-nous? Ensuite, ce que nous voyons, ce que nous avons vu en 2020, une année qui restera, je pense en tout cas, à part, et ce que nous recommandons, ce que nous préconisons comme outil, comme solution et comme accompagnement en termes de sécurisation. Alors on commence par faire connaissance. Alors faisons connaissance. Le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance, donc cybermalveillance.gouv.fr, est né en 2015 de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Pourquoi? Parce que nos autorités ont constaté qu'à l'époque, si vous me passez l'expression, il y avait un trou dans la raquette, entre guillemets, en termes d'assistance, de prise en compte du risque numérique pour trois types de publics. Les particuliers, les entreprises, TPE, PME, ETI, et les collectivités territoriales. Et donc dans cette stratégie, il a été demandé de mettre en place une plateforme qui pourrait avoir trois types de missions vis-à-vis de ces publics. La première et la plus prégnante, c'est apporter une assistance concrète, pragmatique, pratique, accessible à l'ensemble de ces publics si ils sont victimes de cybermalveillance. La seconde, c'est pouvoir produire régulièrement des contenus, des livrables pour sensibiliser, pour informer ces publics sur la nature des menaces au fil de l'eau et surtout sur les bonnes pratiques pour s'en prémunir. Parce que ce n'est pas tout de faire peur, derrière il faut surtout aussi donner des conseils avisés et des outils pour que ces publics puissent mieux se protéger des menaces. Et enfin, la troisième mission, celle que nous n'avons pas encore complètement menée à son terme, mais on a bien avancé, c'est celle d'observer pour mieux anticiper le risque numérique et à terme pouvoir monter avec nos membres, avec des partenaires, l'Observatoire national du risque numérique. Donc nous espérons enclencher cette construction avec ces partenaires dans le courant de l'année 2021, notamment en intégrant le campus cyber national qui va s'ouvrir à la Défense en fin d'année et nous le souhaitons en 2022. Voilà. Concrètement parlant, c'est une forme juridique qui favorise la collaboration et les échanges qui a été choisie. C'est celle d'un groupement d'intérêt public avec 4 collèges différents qui regroupent les pouvoirs publics, les fédérations et les syndicats professionnels, la sphère des utilisateurs, que ce soit des consommateurs, internautes et clubs de la sécurité, et enfin le collège des offreurs de services et de solutions. Au total, 50 membres aujourd'hui qui participent à nos actions, qui portent les opérations de sensibilisation et à qui je souhaite rendre hommage vraiment parce que c'est sans eux, nous ne serions rien. Donc Cybermalveillance Gouv.fr en quelques chiffres, aujourd'hui, je l'ai dit, c'est 50 membres, c'est 1200 prestataires référencés, répartis sur l'ensemble du territoire national, et je vais revenir très rapidement sur ce qu'est un prestataire référencé. Ce sont plus de 277 000 victimes assistées depuis maintenant 3 ans et demi, depuis octobre 2017. Après avoir été incubé pendant 1 an et demi par l'ANSSI, le dispositif a été lancé officiellement donc, en fin 2017. Et ça c'est notre plus grande fierté, 47 types de menaces cartographiées et intégrées au fil de l'eau à notre parcours d'assistance victime pour le rendre plus efficace, plus rapide, pour l'optimiser. Et ça, on en est très content. La dernière en date étant celle des arnaques à la fausse livraison de colis, dont vous avez dû, je pense, malheureusement, vous ou vos proches, vous avez dû entendre parler.
Donc, effectivement, partant de cette base, on a observé, on a cette capacité, et je prends une expression un peu familière, un peu les doigts dans la prise, entre guillemets, par rapport à ces parcours d'assistance, puisqu'ils nous indiquent quasiment en temps réel l'état des menaces qui impactent nos publics, donc particuliers, entreprises et collectivités territoriales. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, à la première semaine du confinement, donc la semaine du 16 mars 2020, nous avons vu, en termes d'assistance, de demande d'assistance, une augmentation de 400% en matière d'hameçonnage, donc de phishing. C'est vous dire si les malfaisants n'ont pas attendu plus d'une semaine pour déclencher les hostilités par rapport à une mise en confinement, une mise massive et parfois non maîtrisée en télétravail, et ont tout de suite attaqué très rapidement les systèmes présents sur le territoire national. Il y a une vulnérabilité particulière lorsque les gens sont en télétravail? Alors, on y reviendra parce que j'évoquerai les recommandations que nous avons fait paraître le 23 mars 2020, donc très rapidement, un peu plus d'une semaine après le début du confinement. Le 17 mars, on a d'abord fait paraître un article sur la vigilance à avoir effectivement face à la multiplication des attaques, parce qu'on soupçonnait effectivement que les malveillants allaient en profiter. Une semaine après, on a mis en ligne un article sur les recommandations, les bonnes pratiques et le rappel de ces bonnes pratiques dans le cadre du télétravail. Et à partir du 10 mai, quand nos autorités ont annoncé le premier déconfinement, on a aussitôt publié un article destiné à nos publics professionnels, leur permettant de mettre en place une méthodologie pour réintégrer tous les terminaux qui avaient été à l'extérieur pendant cette période dans le système d'information de l'entreprise. Alors qu'avons-nous vu en 2020 pour nos publics pros? Alors déjà, on a vu une nette augmentation des recherches d'assistance pour les publics professionnels, puisque si on prend uniquement les associations et les entreprises, on a quand même une augmentation de près de 28% des recherches d'assistance en 2020, donc c'est significatif. Et si on y ajoute les collectivités territoriales, on atteint les 34%. Donc déjà, cet état de fait, il est là. Par rapport à ces publics professionnels, quelles sont les menaces, le diagnostic qui a été effectué en début de parcours qui nous éclaire? La première menace qui est passée de la 6e place en 2019 à la première en 2020, ce sont les rançongiciels, les ransomware. Donc vous connaissez le principe, un petit programme malveillant s'installe ou est installé sur le système d'information de l'entreprise. Il va permettre aux malveillants déjà de dérober des données pour pouvoir ensuite faire chanter la victime, payer la rançon, et va ensuite chiffrer, c'est-à-dire rendre inaccessible l'intégralité des données sur le système d'information contre le paiement d'une rançon et maintenant en monnaie virtuelle. Donc ça a vraiment été une explosion. Tous les observateurs l'ont constaté, l'ANSSI à son niveau, nous au nôtre, et ainsi que tous les clubs de sécurité. Aujourd'hui, on a affaire à des bandes organisées, à des cartels organisés qui ciblent les victimes solvables, qui ont de quoi payer. C'est-à-dire que pour nos publics particuliers, on n'a pas noté une telle augmentation. Deuxième menace prégnante, le piratage informatique, donc l'accès illégitime à un système d'information, piratage de sites web. Troisième menace, le piratage de comptes, pour tout ce qui concerne les boîtes mail, les comptes, la gestion des comptes de réseaux sociaux, les comptes d'administration sur les sites web. Et enfin, la quatrième, je déroge un petit peu au fameux top 3, la quatrième parce qu'elle est très importante et elle est classée première chez les particuliers, c'est l'hameçonnage, le phishing. J'ai relevé tout à l'heure l'augmentation de 400%. Cette attaque, qui se suffisait à elle-même il y a quelques années, est devenue aujourd'hui une porte ouverte et un véritable vecteur permettant aux malveillants d'effectuer derrière d'autres arnaques, en récupérant des mots de passe, des identifiants, des documents administratifs ou en faisant en sorte que la victime clique sur un lien pour télécharger un programme malveillant. Donc devant cette véritable explosion, nous cherchons par le biais de nos articles dans un langage simple, avec une information non technique, c'est un parti pris que nous tenons et que nous maintenons, que rendre cette information accessible. Nous expliquons en quoi consiste la menace, nous donnons des conseils si jamais la personne qui lit l'article a été impactée ou a été ciblée par cette menace, et enfin, nous prodiguons des conseils de bonnes pratiques pour mieux se protéger de ces menaces. Nous réalisons également, et nous avons réalisé de nombreuses alertes sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Nous publions très régulièrement des guides, d'ailleurs le dernier en date,
nous l'avons publié avec notre partenaire BPI France, un guide exclusivement dédié aux responsables d'entreprise, donc TPE, PME et ETI, concret, pragmatique, opérationnel, qui est vraiment destiné à élever leur maturité dans le domaine de la prise de conscience du risque numérique. Et enfin, troisième chose qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'on l'a lancé le 18 février dernier, je voudrais vous parler quelques instants du label Expert Cyber, qui est donc basé sur un référentiel technique que nous avons élaboré courant 2020 avec certains de nos membres, notamment les syndicats et les fédérations professionnelles. Pourquoi ce référentiel technique? Pourquoi ce label? Parce qu'on s'est simplement rendu compte qu'entre nos prestataires référencés et les visas de sécurité de l'ANSSI, il manquait quelque chose, entre guillemets, pour mieux accompagner les entreprises dans leurs souhaits de sécurisation. C'est-à-dire que là, on n'attend plus que l'entreprise soit victime d'une cybermalveillance. On lui propose de venir sur notre parcours en ligne de sécurisation et là, elle peut être mise en relation avec l'un de nos, aujourd'hui, à date, 80 labellisés experts cyber sur l'ensemble du territoire national. Donc une expertise vérifiée par la FNOR, une extension des missions puisqu'ils ne sont plus uniquement compétents en matière de réponse à incidents mais également compétents en matière d'installation, de maintenance et de réponse à incidents dans le domaine de la sécurisation informatique. Donc voilà, on a vraiment essayé par rapport à cette amplification des attaques de donner une meilleure lisibilité à nos publics professionnels par rapport à des prestataires de confiance, à l'expertise vérifiée, qui peuvent mieux les accompagner dans une période où, de toute façon, la transition numérique doit se faire. Merci d'avoir posé le cadre. On va présenter vos entreprises. StormShield, tout d'abord pour vous, Stéphane Prévost, expliquez le produit que vous proposez. Nos produits, on intervient sur 3 gammes de produits, sur de la protection réseau avec notre gamme StormShield Network Security pour sécuriser, je dirais, le périmètre de l'entreprise et également faire ce qu'on appelle de la segmentation, donc segmenter le réseau pour isoler les systèmes les uns par rapport aux autres pour complexifier la tâche de l'attaquant quand il va pénétrer dans le système d'information. Puis ça permet aussi de rajouter des barrières pour atteindre ce qu'on appelle les assets les plus sensibles. Ensuite, on a une deuxième gamme de solutions qui est Endpoint Security, où là, on va venir renforcer la protection du poste et on le verra sur notamment des attaques qui ont eu lieu et qui ciblent notamment les antivirus. Donc notre solution StormShield Endpoint Security, elle répond complètement à cette problématique avec une solution, enfin une évolution qu'on a sortie en fin d'année dernière qui vise à renforcer justement et à durcir le poste de travail pour complexifier ce type d'attaque qui vise les solutions antivirus. Et puis une troisième gamme de produits, StormShield Data Security, qui vise, elle, à protéger les données les plus sensibles. Alors on fait du chiffrement, un peu comme un ransomware, sauf que là c'est intentionnel, de manière à ce que si la donnée vient être exfiltrée, elle ne soit pas exploitable par le cyberattaquant. Arnaud Lordet, au sein de la CPME, vous avez une mission d'accompagnement alors de vos adhérents, mais pas seulement, également de toutes les entreprises. Exactement. Déjà pour rappeler, la CPME au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente 12 000 TPE-PME. Et ces entreprises, nous, on se positionne depuis longtemps comme étant un syndicat de services, donc on leur fournit des services sur un bon nombre de sujets. Et la cybersécurité, effectivement, s'est remontée assez rapidement comme étant une problématique qu'elle rencontrait. Et donc on a commencé à développer des services à destination des entreprises sur ce sujet, en complément de ce qui se fait au niveau national, des guides qui sont émis, de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur le sujet auprès des TPE-PME, et notamment dans le cadre d'une programmation ici sur le territoire auvergnat-rhône-alpin qui s'appelle Ambition Région, sur lequel on a remporté un appel d'offres, clairement, pour être l'opérateur d'un dispositif d'accompagnement des entreprises en cybersécurité. Est-ce que les chefs d'entreprise sont sensibilisés? Oui, certainement. Est-ce qu'ils sont capables? Ou plutôt, est-ce que c'est facile de parler à des chefs d'entreprise de cybersécurité? Je pense qu'il ne faut pas parler comme un expert. D'ailleurs, je ne le suis pas. Donc moi-même, je suis au contact de chefs d'entreprise. On parle généralement de gestion des risques, de difficultés. On essaie de prendre des exemples assez simples. Vous installez bien une alarme pour votre entreprise. Vous avez une protection incendie. Aujourd'hui, les risques, les voleurs, ils ne pénètrent plus par le bâtiment, clairement. Ouais. Les risques ils sont différents, donc il faut en prendre conscience. Après, c'est un sujet qui est quand même relativement nouveau, je pense, pour bon nombre de chefs d'entreprise, de TPE en particulier, qui s'imaginent être un peu en dehors des radars des attaques potentielles en se disant que c'est plutôt les gros qui vont être attaqués.
Or, ce n'est pas du tout vrai. La foudre, elle va tomber, ça c'est sûr, et elle va tomber plusieurs fois. Donc, il faut les prévenir. Pensez à poser vos questions, vous pourrez réagir pendant cette émission. Vous utilisez la fenêtre de chat, vous posez des questions à nos invités, vous réagissez. Vous partagez également vos expériences, vous, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous avez mis peut-être en place dans votre entreprise. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous envoyer des messages via le chat. Je les reçois en permanence sur la tablette qui est devant moi et ça me permet d'échanger aussi avec nos invités et de leur transmettre vos questions. Stéphane Prévost, je reviens vers vous. On parlait des petites entreprises. Il y a une entreprise, une typologie particulière d'entreprise qui est visée, elle peut être petite ou un petit peu plus grosse, en tout cas elle est peut-être sous-traitante d'un grand groupe. Et ça peut être un point d'entrée pour la malveillance, la cybermalveillance. Oui, effectivement, c'est un enjeu pour les PME, TPE, comme le soulignait notre interlocuteur. Arnaud, pardon, oui, excusez-moi. Il ne faut pas se dire je suis une petite PME, je suis sous le radar, je ne serai pas victime d'une attaque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les PME sont utilisés par les attaquants pour cibler les grands groupes, alors que ça peut être, comme vous le soulignez, un sous-traitant d'un grand groupe industriel. Ça peut être dans l'aérospatial, ça peut être dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Une petite PME qui va être sous-traitant d'un grand groupe, elle peut être la cible d'un cyberattaquant pour pénétrer à partir de, je dirais, le maillon faible du système d'information. Donc il va utiliser ce maillon faible pour pénétrer, pour essayer d'accéder au grand groupe qu'il vise dans son action. Voilà, c'est le grand groupe qui est évidemment visé, mais on passe par la PME puisque le chef d'entreprise potentiellement aura été un petit peu moins vigilant, certainement. C'est ça. Et après, il y a aussi l'autre pendant de ce qu'on appelle la supply chain, les attaques à la supply chain, qui en fait, les cyberattaquants vont cibler des solutions informatiques qui présentent des vulnérabilités. Donc c'est typiquement ce qui s'est passé avec ce qu'on a connu en fin d'année dernière avec SolarWinds et le malware Sunburst, où en fait les attaquants ils ont ciblé une solution informatique qui est déployée dans un grand nombre d'entreprises. Et en déployant cette solution, ils ont déployé malencontreusement le malware et donc l'attaquant était dans le système d'information de par le fait que la solution était compromise. Et donc par là, ils ont pu accéder soit directement au grand groupe, soit via les PME sur la supply chain classique, je dirais. Et les risques évoluent à toute vitesse, les stratégies évoluent. Vous avez cité 3, voire 4 même principaux risques. Ça évolue très très vite. Il faut s'adapter en permanence. Chez vous qui êtes un professionnel de la cybersécurité. C'est le jeu du gendarme et du voleur. C'est la vieille histoire qu'on connaît depuis Bonnie and Clyde, je dirais. Oui, on doit être constamment à l'écoute de ce que font les cyber malveillants. On s'appuie sur des réseaux comme la CIMA, donc comme cybermalveillance.gouv.fr. On s'appuie aussi sur nos propres experts techniques qui regardent, qui analysent les nouveaux malwares, qui analysent par où passent les attaques, quelles vulnérabilités les attaquants utilisent. Et puis, donc on adapte nos solutions à ce nouveau type de comportement. Et puis surtout, on essaye de concevoir des solutions qui sont accessibles pour l'être humain, enfin pour l'administrateur qui n'a pas forcément des grosses compétences en cybersécurité. Donc on essaye de faire des solutions qui sont accessibles, qui permettent d'être configurées assez facilement et qui alertent notamment, donc c'est ce qu'on appelle la sécurité transparente, qui alerte en cas de mauvaise configuration. On va lui dire attention, là vous avez fait une règle de configuration qui est peut-être qui vous expose. Donc ça, de par ces alertes, ça permet d'aider l'administrateur système à améliorer sa sécurité. Arnaud, je reviens vers vous avec les entreprises que vous accompagnez. Elles ont confiance en vous a priori, donc vous avez un échange. Ça devrait matcher avec eux assez facilement. C'est quoi le premier pas? Qu'est-ce que vous amenez à faire? Un audit, un constat? Raconter, expliquer? Généralement, la première chose qui est effectuée, c'est qu'il y a un cyberdiagnostic qui est effectué. Juste pour rappeler, le programme d'accompagnement, c'est un programme d'accompagnement qui est plutôt complet, qu'on propose aux entreprises. Il est en deux formules. Il y a une formule longue et une formule courte. Sur la formule longue, il y a de la formation, c'est-à-dire qu'on forme les équipes de l'entreprise, soit le dirigeant, soit son collaborateur qui est en charge de l'informatique ou de la cybersécurité au sein de la structure, parce que souvent dans les PME, il n'y a pas toujours un directeur informatique ou il est à temps partagé, qui va suivre donc 2 jours de formation pour bien connaître l'ensemble des cybermalveillances potentielles, des risques et puis des solutions qu'il peut mettre en place de manière très pratique et opérationnelle
au sein de l'entreprise. Et puis en parallèle, le vrai apport, on va dire, complémentaire de ce qu'on peut retrouver par contre dans le secteur privé, ça va être de l'accompagnement individuel par un expert sur une durée de 8 demi-journées ou à minima 4. Et pendant 8 demi-journées, il y a d'abord un cyberdiagnostic, bien entendu, parce que comme tout conseil, même dans toute autre matière, avant de conseiller, il faut comprendre. Donc on pose le cadre, un cyberdiagnostic. Une fois que celui-ci est effectué, ça permet de repérer les failles potentielles, les actions correctrices à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a identifié ces actions correctrices, eh ben, l'expert va accompagner l'entreprise dans la réalisation de son plan d'action. Puis parfois, il y a des actions qui vont nécessiter de faire appel à d'autres prestataires, à des acteurs du secteur privé ou autres. Il faut savoir que ce dispositif, il a la particularité quand même d'être financé à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est quand même un vrai appel d'air pour les entreprises parce qu'on sait que le coût de la cybersécurité, c'est souvent l'un des premiers arguments pour ne pas en faire. Donc c'est clairement un vrai plus pour les entreprises qui puissent accéder à ce type de dispositif. Pourtant, il faut intégrer ça dans les enjeux de croissance d'une entreprise, il faut intégrer la cybersécurité, c'est une nécessité. C'est clair. Alors autant on a intégré qu'il y avait un enjeu stratégique pour les entreprises, c'est d'aller vers le numérique, c'est un enjeu de compétitivité, un enjeu de rentabilité. C'est clairement aujourd'hui, il faut intégrer que la cybersécurité en tant que telle, c'est un enjeu stratégique également de compétitivité, de rentabilité. On le disait tout à l'heure, par exemple, une PME qui travaille avec un grand groupe, aujourd'hui, moi j'ai un bon nombre d'entreprises qu'on accompagne et qui ont besoin de montrer patte blanche sur ce qu'ils ont fait en termes de cybersécurité pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour pouvoir travailler avec des collectivités publiques ou avec des grands groupes. Question très précise. Elle vient de Caroline dans le chat. En télétravail, en cas de cyberattaque sur l'ordinateur du salarié, qui est responsable, le salarié ou l'entreprise ? Laurent, je vous laisse répondre là-dessus. Question piège. Je vais avoir une réponse de Normand. Une arborescence et c'est résolu. Les deux, mon général. On pourrait peut-être, et je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas juriste à ce niveau-là, pouvoir reprocher quelque chose si l'employé, le collaborateur, n'a pas eu suffisamment de consignes ou des consignes trop imprécises, si le matériel que lui a confié son employeur ne lui a pas été délivré effectivement avec un certain nombre de recommandations liées à la cybersécurité, ou tout simplement si ce matériel ou ces composants logiciels sont obsolètes et ne sont pas à l'état de l'art pour parer à des attaques, j'ai envie de dire, aux attaques les plus communes. A contrario, le collaborateur se doit, et c'est ce que nous recommandions dans notre article sur justement le télétravail, déjà bien avoir en tête qu'il faut séparer les usages pro des usages perso. Je n'agis pas avec mon ordinateur pro comme je le ferai avec ma connexion et mon ordinateur personnel. Je passe sur les mêmes sites, je ne fais pas les mêmes choses, les mêmes usages. J'applique strictement les consignes de sécurité, même si je ne suis pas dans les murs de mon entreprise. J'applique les consignes de sécurité qui m'ont été communiquées par mon employeur, le DSI ou le RSSI quand il y en a un. Et enfin, j'ai une attitude globalement responsable et vigilante des matériels et des accès que m'a confié mon employeur pour télétravailler. Vigilance au quotidien nécessaire de l'ordre. Oui, disons que tout ça, ça nécessite bien entendu que le salarié soit formé ou qu'il soit accompagné en tout cas dans cette connaissance des risques. Clairement, donc il faut former les utilisateurs, qu'ils aient connaissance des risques qu'ils encourent à titre privé, parce que je pense qu'à titre privé, chacun se rend compte des dangers d'avoir un virus qui va aller nous embêter sur notre ordinateur personnel, mais on ne se rend pas nécessairement compte des dangers qu'il peut y avoir sur le réseau informatique. Pour l'entreprise, on sait que ça peut carrément provoquer un arrêt de la chaîne de production, par exemple. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, il y a des outils, effectivement, simples à mettre en place, comme vous le décrivez d'ailleurs sur certains des guides, une charte informatique, et puis de la formation utilisateur, je le répète, parce qu'on voit bien que c'est à peu près 80-90% des attaques, des problématiques de sécurité des systèmes d'information pourraient être évitées si l'utilisateur n'avait pas appuyé sur le mauvais bouton. C'est-à-dire que le vrai risque, il se trouve là, entre la chaise et puis le clavier, généralement. D'autant qu'avec le télétravail un petit peu en longueur ou des journées en longueur, on est moins attentif, il y a encore plus de risques de se faire hameçonner, de se faire avoir. Laurent Verdier ? C'est indéniable, c'est indéniable. J'ai dit tout à l'heure, on vit aujourd'hui,
Du fait de la crise sanitaire, du confinement, de la mise au télétravail massive, pas toujours préparée, on a en plus assisté à une véritable explosion de toutes les attaques cyber, quelle que soit leur forme. Donc il y a une augmentation significative du risque et derrière, ce qu'on recommande vraiment au niveau de cybermalveillance GouverFR, ce n'est pas la paranoïa, loin de là. Les nouvelles technologies sont un cadeau, et je parle sous le contrôle de mes collègues, les nouvelles technologies sont un cadeau fantastique. Maintenant, ça vient avec un certain nombre de contraintes et de responsabilités. Il y a des solutions pour dormir tranquille, en tout cas, ça existe. Oui. Ouais. Stéphane, je reviens vers vous avec ces solutions. Est-ce qu'on peut estimer qu'une solution est attaquable? Est-ce qu'elle est fragile? Votre solution de sécurité, par exemple, est-ce qu'elle est elle-même resécurisée, ainsi de suite? Parce qu'on peut imaginer qu'on déploie la difficulté dans votre solution. Malheureusement, alors ça peut paraître un peu paradoxal, on se dit je vais mettre une solution de sécurité et puis je vais être tranquille. Malheureusement, une solution de sécurité, ça reste du code informatique qui présente parfois des bugs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bug, c'est une vulnérabilité, et qu'une vulnérabilité, c'est une porte d'entrée qu'un attaquant, un cyberattaquant, va exploiter pour tenter de pénétrer dans un système d'information. Et sur des solutions de sécurité, donc des antivirus typiquement, donc qui sont installés sur des postes pour les protéger contre les cyberattaques, les cyberattaquants, ils ciblent ces solutions-là justement parce que c'est une première porte qu'ils vont essayer soit de désactiver, donc je pénètre dans le système, j'essaye de prendre contrôle de l'antivirus pour le désactiver, et du coup je passe inaperçu. Ou alors ce qui peut être fait aussi, donc c'est ce qui s'est passé notamment chez Mitsubishi Electric en 2019, où la solution, donc le cyberattaquant a profité d'une faille de vulnérabilité pour pénétrer dans le système d'information. Et là, il profite des droits privilégiés qu'ont ces solutions antivirus parce qu'elles ont presque, je dirais, tout pouvoir sur le poste pour contrôler le système de fichiers, contrôler les registres, contrôler les accès un petit peu partout. Donc elles ont un pouvoir suprême sur le poste de travail. Et donc l'attaquant, il cherche à trouver des failles dans les systèmes informatiques, enfin dans les antivirus, pour profiter de ces droits privilégiés et pour pénétrer plus facilement dans les systèmes d'information. Ils deviennent là le virus, le messager en fait du virus. C'est un petit peu ça, parallèle avec l'ARN messager. Les entreprises ont toutes utilisé des solutions de partage collaboratif ou presque, entreprises d'administration du reste, les Teams et autres Drive et autres Google Drive ou Microsoft Drive. Ça aussi, ce sont des points d'entrée en fait, ces données qui sont stockées. On ne sait pas forcément où, même si c'est aux États-Unis pour la plupart. Ça aussi, c'est un risque. Alors, oui et non, je dirais que la question de la souveraineté est posée. Ouais. Quand on doit poser ces données d'une entreprise, confier ces données, parce qu'on confie ça à un fournisseur de services, on confie ces données, il faut savoir ce que ce fournisseur de services va en faire. Mais on n'ouvre pas forcément une porte en utilisant ce type de système. Pas forcément, parce que les échanges sont sécurisés. Par contre, on va donner potentiellement certaines clés. Donc, si c'est par exemple un brevet spécifique, industriel, qu'on va déposer sur un serveur qui est hébergé, sur une machine qui est hébergée aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration américaine, elle peut demander à un acteur américain d'avoir accès à ces données-là pour pouvoir en prendre connaissance. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Et donc, normalement, on doit, sur des données très sensibles qui sont typiquement liées à des organismes d'importance vitale en France et en Europe, on doit faire en sorte de ne pas confier ces informations à n'importe qui et donc d'en maîtriser la totale maîtrise. Arnaud Lordet, vos adhérents, les personnes qui bénéficient de ce service, cette mission, ils ont aussi tendance à utiliser un ordinateur partagé à la maison, par exemple, pour se connecter au SI de l'entreprise? Ça existe, ça? Alors, oui, ça existe, mais enfin, c'est justement tout le sens de l'action qu'on mène avec la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de ce programme, c'est justement de faire en sorte de les éduquer, de leur donner les bons réflexes. Vous avez parlé tout à l'heure d'hygiène, d'avoir de l'hygiène informatique, dans les usages. Et donc d'éviter effectivement ce type de problématique. Par contre, les problèmes qu'on a pu recenser, certains proviennent effectivement de ce type d'action, c'est-à-dire d'un salarié
qui a utilisé son propre poste informatique parce qu'il fallait faire vite, parce que l'entreprise n'avait pas nécessairement toujours fourni. Parce qu'on a fait vite au mois de mars 2020 aussi. Hein. Voilà, et on a fait avec les moyens du bord. Hein. C'était quand même une situation particulièrement nouvelle. Donc il y a une prise de conscience a posteriori. Tiens, j'ai tout ouvert, je vois, il y a des dangers nouveaux, il y a des risques. Effectivement, j'ai des brevets. Est-ce que c'est pertinent que ma collaboratrice fasse des commentaires dessus comme ça depuis son propre ordinateur personnel? Non. Voilà, donc les questions se sont posées et bon, il y a toujours un temps de réaction pour la mise en œuvre des réponses. Si on revient au mois de mars 2020, il y avait soit la continuité de service ou de l'entreprise, soit la sécurité. Ça a été difficile d'avoir les deux, de maintenir les deux. Laurent Verdier, sur cette question. Oui, parce que la sécurité, c'est contraignant. Il ne faut pas se tromper sur les mots. Je pense que c'est important de le dire. Et comme le disait Arnaud, c'est en sensibilisant et en responsabilisant l'utilisateur qu'on peut faire en sorte que ces contraintes, entre guillemets, deviennent des bonnes pratiques assimilées, appliquées, parce que tout le monde comprend qu'en protégeant son ordinateur, en protégeant une connexion spécifique avec le système d'information de son travail, on protège son outil de production et à terme aussi son emploi. Voilà, après c'est une chaîne de conséquences, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, vu de loin, la sécurité par définition est contraignante. Hein, c'est comme quand je mets 15 minutes à attacher mon vélo à la gare RER. Oui, ça me fait partir 15 minutes avant. Ou maintenant je le fais parce que j'ai l'habitude et parce que c'est comme ça. Mais vous le retrouvez le soir. Et je le retrouve le soir. On parle de cette notion de confiance. Le réseau a des ordinateurs dans lesquels il a confiance et d'autres non. Ça aussi c'est important de savoir ça, qu'il faut que les machines soient reconnues pour pouvoir aller dans un réseau. Stéphane ? Les machines, oui, les utilisateurs aussi. C'est toute la confiance, elle est dans la machine qu'on doit reconnaître. Et savoir Ça, c'est assez facile, c'est numérique et l'identification de la machine se fait. Mais l'utilisateur ? Après, l'utilisateur, on en revient à la sensibilisation. Déjà, on peut authentifier l'utilisateur, faire en sorte qu'on soit bien sûr que ce soit bien la bonne personne qui soit connectée, avec notamment des systèmes à multi-authentification pour s'assurer que, le mot de passe ne s'est pas fait voler, que la personne ne s'est pas fait voler son mot de passe. Donc on va lui demander un deuxième facteur d'authentification pour s'assurer que c'est bien la bonne personne, souvent sur le bon ordinateur. Et donc une fois qu'on a mis ça en place, on est avec notamment des canaux sécurisés entre le poste de travail à la maison, en télétravail, et le système d'information, où on va arriver à un niveau de sécurité presque équivalent à ce qu'on pourrait avoir au sein de l'entreprise. La question de Jean-Jacques, pourquoi le salarié est-il plus exposé à un rançongiciel lorsqu'il est en télétravail? Monsieur Verdier? Alors je vais paraphraser. Est-ce que c'est le cas déjà du reste? Je vais paraphraser Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, sur effectivement le lien de cause à effet qu'il y aurait pu y avoir pendant le confinement entre télétravail et augmentation des attaques réussies. Pour l'instant, au jour où je vous parle, nous n'en avons pas la preuve formelle. Ça viendra peut-être dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. On a noté tout simplement, et c'est la raison pour laquelle cybermalveillance.gouv.fr a publié très rapidement des recommandations dans ce sens-là, on a simplement noté qu'une extension du télétravail, surtout décidée dans l'urgence, parce que je vous rappelle quand même que le confinement s'est décidé quasiment en 24 heures pour l'intégralité de la population, dans l'urgence, le télétravail n'a toujours pas été accompagné de mesures de sécurité et de ce fait, logiquement, étendait dangereusement la surface d'attaque potentielle qu'avaient les cybermalveillants pour pouvoir s'en prendre au système d'information d'une entreprise. Donc effectivement, on a tout fait pour essayer de relever les murs et de faire en sorte que ces attaques ne passent pas. Maintenant, peut-être qu'effectivement, on se rendra compte que, alors soit notre mission a réussi, ce que je souhaite de tout cœur pour notre tissu économique et industriel, soit qu'effectivement, ce qui est passé, il y a une part notable de ce qui est passé parce que le télétravail avait été, au début en tout cas, parce que je pense qu'aujourd'hui les choses ont changé, au début avait été décidé dans l'urgence et sans les mesures de sécurité qui devaient l'accompagner. Alors, est-ce qu'une entreprise qui est très vigilante sur sa cybersécurité est davantage concurrentielle? Alors, déjà, elle est davantage protégée, ça c'est une certitude. Donc, et de ce fait, après ça dépend de qui elle va travailler, mais clairement elle va donner plus confiance
ses fournisseurs, à ses clients, hein, elle va pouvoir prouver qu'elle prend les bonnes mesures aussi. Et donc, nécessairement, oui, c'est un gage de compétitivité. Hein, et elle est sur le marché de la concurrence, c'est nécessairement les plus efficaces. Stéphane Prévost. Tout à fait, c'est un avantage concurrentiel pour les PME. Avec un niveau de sécurité élevé, plus élevé que son concurrent, elle va potentiellement être plus choisie par le grand groupe en tant que sous-traitant, notamment sur la sous-traitance. Hein. Et puis, ça fait souvent partie des appels d'offres. Un grand groupe, quand il va faire appel à un sous-traitant, il va mettre des mentions spécifiques sur le niveau de sécurité ou les outils qui doivent être mis en œuvre pour garantir un échange, notamment quand il y a des échanges entre le grand groupe et le sous-traitant, pour sécuriser ces échanges, pour être sûr que le grand groupe n'augmente pas sa surface d'attaque et n'ouvre pas la porte aux cyberattaquants. Et vous, chez vous, est-ce que vous avez des questionnements, encore des interrogations, peut-être des blocages qui ont fait que vous n'êtes pas allé jusqu'à des solutions de cybersécurisation? On en parle, allez-y, laissez-nous des messages dans le chat au fur et à mesure. Il y a encore des questions à poser à nos invités. Est-ce qu'on peut revenir sur les moyens de sécuriser, Laurent Verdier, avec vous, les bases de la cybersécurité? Alors, on en a parlé depuis une demi-heure, mais pour recentrer tout ça très et qu'on puisse les noter. Sur ce qu'on préconise au niveau de Cybermalveillance GouverFR, pour nous, indiscutablement, il y a un aspect technique, un volet technique et un volet humain. Au niveau du volet technique, on demande, en tout cas on recommande, la première chose pour nous aujourd'hui, c'est qu'une entreprise établisse et mette en place une réelle stratégie de sécurité numérique. Au même titre qu'une stratégie de vente, de développement commercial. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle n'a plus vraiment le choix et qu'il faut à tout prix se pencher, partager et élaborer cette stratégie. Alors pour ça, il y a beaucoup de choses qui existent, mais vraiment, pour nous, c'est très important. Elle peut également se référer, bien entendu, à toutes les notes techniques émises par l'autorité nationale, par l'ANSSI, les alertes qui sont émises par son centre opérationnel, le CERTFR. Hein, ça, c'est plutôt pour les entreprises qui ont un service informatique. Et bien entendu, pour celles qui n'en ont pas, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, nous recommandons l'accompagnement par un professionnel de confiance. En l'occurrence, nous conseillons l'un de nos labellisés experts cyber. Sur le volet humain, et ça je parle en connaissance de cause, parce que dans ma carrière j'ai quand même vu certaines attaques qui étaient passées par des vulnérabilités, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des vulnérabilités techniques, et qui étaient détectées grâce à la vigilance, à la responsabilité d'un utilisateur. Et ça, c'est très important parce que souvent on dit effectivement, et avec raison, que l'utilisateur, c'est la vulnérabilité suprême, hein, entre la chaise et le clavier. D'ailleurs, c'est souvent lui qui est ciblé. Mais ça peut être aussi le dernier rempart. S'il est convenablement sensibilisé et responsabilisé dans ce sens, intéressé au risque que court son entreprise et donc l'outil de production, nous sommes convaincus qu'avec de bonnes sensibilisations, une bonne méthodologie de sensibilisation et de responsabilisation, il peut être ce fameux dernier rempart, cette brique indissociable du volet technique. Voilà, pour dormir tranquille, en fait, il faut appliquer ces quelques règles et ça aidera beaucoup de chefs d'entreprise à garder et à conserver le sommeil. Vous pouvez nous rappeler les différents risques? Il y en avait 4, hein. Vous avez dit on était parti sur 3, mais il y a 4 grandes familles de risques. Alors, courant 2020, oui, je l'ai dit tout à l'heure, on a relevé 4 types de cybermalveillance qui ont particulièrement ciblé nos publics professionnels. Donc les ransomware, les rançongiciels, le piratage informatique, donc l'accès illégitime à un système d'information professionnelle, le piratage de compte, décidément, j'arrive pas à m'en souvenir. Donc, et pourtant, il est très important, avec tout ce qu'on stocke sur nos boîtes de messagerie aujourd'hui, les attaquants s'emparent purement et simplement de la quasi-totalité de notre identité numérique, avec des contrats, avec des démarches administratives, avec tout un tas de choses. On en a même vu stocker des fichiers de mots de passe sur leur messagerie. Donc quand on a ça, on a tout gagné. Et enfin, ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage en français, à savoir un mail qui provient d'un émetteur de confiance, entre guillemets, mais qui en fait est un faux, hein, et qui est destiné à récupérer des mots de passe, des documents administratifs ou de vous faire cliquer sur un lien malveillant. On n'a pas parlé d'une des composantes de l'entreprise, c'est le support informatique. Est-ce qu'en cas de télétravail, il doit être très très vigilant pour éviter ces risques encore plus réactifs, répondre véritablement et être peut-être aussi le vrai support, parce que quelquefois il y avait des faux supports techniques qui peuvent exister aussi?
Alors oui, le support informatique, il est bien entendu névralgique dans ces périodes, mais il ne sera rien s'il n'y a pas une volonté derrière. Enfin, pour activer tout ça, s'il n'y a pas une réelle volonté au niveau de la direction de l'entreprise. Nous, c'est vraiment ce qu'on a recommandé, notamment pour le télétravail, aux responsables, aux chefs d'entreprise, définir et mettre en œuvre une politique d'équipement des terminaux mobiles, connaître et sécuriser ses accès extérieurs et enfin renforcer, et je l'évoquais tout à l'heure, la politique de mot de passe. Et bien entendu, en y associant le service informatique et également, c'est ce que nous recommandons, la communication interne pour que tous les acteurs de l'entreprise soient bien responsabilisés. Une question de Mathilde. La vulnérabilité est-elle la même en fonction des devices utilisés en télétravail, si on utilise un téléphone portable, un PC portable ou une tablette? Stéphane? La La vulnérabilité, ouais, est-ce qu'on a le même nombre de chances de se faire harceler ou d'être victime de cybermalveillance avec un téléphone, une tablette, un ordinateur? Est-ce qu'il y a des terminaux plus sécurisés que d'autres? Plus sécurisés, non, je dirais. Par contre, plus exposés, oui, parce qu'en fait, un attaquant va essentiellement cibler un système d'exploitation qui est le plus largement diffusé. Ça lui permet d'augmenter ses chances d'avoir une victime, en fait. Parce que lorsqu'il crée son logiciel, évidemment, il faut qu'il soit adapté au maximum d'appareils. Oui, donc il se base sur un OS commun. Oui, créer une vulnérabilité, c'est pas donné à tout le monde. Hein, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de travail, effectivement. Après, ils se revendent entre cyberattaquants, ils se revendent les vulnérabilités qu'ils ont détectées. Et donc le principe, c'est de trouver une faille qui soit la plus facilement exploitable. Donc c'est ce qui explique qu'on va retrouver beaucoup de vulnérabilités qui ciblent des systèmes d'exploitation comme Windows ou des applications comme Word, comme à l'époque Flash Player qui maintenant n'est plus déployé, mais c'était grandement ciblé parce que c'était largement diffusé et largement utilisé. Donc on augmentait les chances d'aboutir à notre attaque, enfin que l'attaque soit réussie. Arnaud Landais, il y a des gens de toute la France qui nous regardent sur ce site du Congrès du télétravail. Ça existe en Auvergne-Rhône-Alpes, à la CPME. Ça existe également dans d'autres CPME, ce dispositif? Alors, ça existe en Auvergne-Rhône-Alpes parce que c'est un dispositif financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a sur les autres territoires des dispositifs peut-être similaires, mais je ne les connais pas nécessairement. On a la chance ici dans la région d'avoir ce dispositif dans le cadre d'Ambition Région, qui regroupe plein d'autres actions, et puis d'avoir d'autres acteurs aussi sur le territoire. On a l'ENE, Entreprises et Numérique, qui accompagne les entreprises sur toute la problématique du numérique, également avec des financements qui permettent de réduire aussi la note. Ça, c'est clairement un levier important aujourd'hui pour que les entreprises aillent sur des process de cybersécurité. Je laisse encore quelques secondes. Si vous avez des questions, on arrive à la fin de cette émission. Si vous avez une interrogation, un partage également d'expérience, peut-être que vous avez vécu dans votre entreprise ou peut-être chez vous d'ailleurs, parce que Laurent le disait tout à l'heure, ça arrive aussi à titre personnel, évidemment. N'hésitez pas, partagez-le et on échange évidemment autour de cela et de ce qui vous est arrivé, de cette expérience. Comment on trouve cette liste de sociétés labellisées par cybermalveillance.gouv.fr? Alors, pour l'instant, on ne la trouve pas, mais le meilleur moyen de venir, en tout cas d'être mis en relation avec l'un de nos labellisés experts cyber, c'est d'utiliser le parcours en ligne que nous avons ajouté à notre parcours de recherche d'assistance. Donc là, il ne s'agit pas d'être victime, il s'agit simplement de vouloir agir en amont d'une attaque. Et donc, on vient sur la plateforme Cybermalveillance Gouv.fr et on enclenche ce qu'on appelle un parcours en ligne de sécurisation où on va donner quelques informations par rapport à ses besoins, par rapport à son système d'information et derrière, il y aura une mise en relation avec des labellisés experts cyber, si possible à proximité, bien entendu, du domicile, en tout cas du siège, de l'entreprise concernée. Stéphane, Mathilde demande un complément. Est-ce qu'on diminue réellement nos chances d'être cyberattaqués avec des systèmes d'exploitation moins connus? Oui et non, en fait. Effectivement, on a moins de chances de se faire attaquer parce que le système d'exploitation est moins diffusé. Par contre, on a aussi moins de chances d'avoir une solution de sécurité qui protège ce type de poste. Parce que les éditeurs de solutions de sécurité
c'est pareil, ils cherchent à Une protéger rentabilité pour eux une aussi, rentabilité. évidemment. Donc on va plutôt cibler, encore que sur notre solution SES Evolution, donc, qui durcit vraiment le poste de travail pour répondre à la menace des antivirus qu'on désactive. Donc nous, on va durcir vraiment notre système. Et on a à notre roadmap la volonté de venir protéger des systèmes comme Linux ou comme macOS. On va refermer cette émission et cet échange. Je vais vous laisser 30 secondes à chacun. Un message quasiment face caméra, hein, pour ceux qui nous regardent, un message de conseil et d'attention évidemment vis-à-vis de la cybermalveillance. Laurent, on commence avec vous. Tout d'abord, un grand merci à l'organisation et au Congrès de Télétravail de nous avoir conviés à ces échanges très, très instructifs et très intéressants. Je dirais qu'aujourd'hui, et je ne l'ai pas évoqué encore, mais on parle également, enfin on l'a très rapidement évoqué, des téléphones portables. C'est vrai que ce sont un peu nos doudous numériques aujourd'hui, et on a tendance, autant on commence à avoir la culture de sécuriser les PC fixes, les ordinateurs portables, et nous recommandons aujourd'hui à plus en plus de choses qui tentent de cibler et qui tentent de passer par les téléphones portables. Et c'est vrai que le téléphone portable, aussi bien en termes de vigilance, de sécurité physique, que de mise à jour et de sécurité logique, c'est pas encore ça. Donc j'invite vraiment toute l'audience à avoir aujourd'hui cette prise de conscience. Quand on est en mobilité, on est plus fragile, on est plus vulnérable. Il faut donc travailler avec des outils sécurisés, à jour, et avec des connexions sécurisées avec le SI de l'entreprise. Merci Laurent. Même question pour vous Arnaud. Un message à transmettre? Non, le message, c'est juste de faire preuve de bon sens. On prend plein de mesures de sécurité pour notre entreprise. La cyber, ça doit en faire partie. Et puis surtout, il faut vraiment l'intégrer comme dans notre stratégie de développement. Ce n'est pas que des coûts, c'est des avantages compétitifs et ça fera la différence avec nos concurrents. Et aujourd'hui, on peut se faire accompagner. Il y a de l'information qui est diffusée. Il y a cybermalveillance.gouv.fr qui donne plein d'informations et c'est très riche de contenu. Sur le site de l'ANSSI aussi, il y a du contenu. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information et puis se rapprocher ici également des acteurs territoriaux, locaux qui peuvent vous accompagner. On le fera avec plaisir. Stéphane? Merci de nous avoir accueillis. C'est effectivement un plaisir de partager et d'échanger sur la cybersécurité. On l'a vu, hein, les solutions sont nécessaires. Il est nécessaire de déployer des solutions de sécurité. Moi, je rajouterais juste un mot, c'est de bien choisir sa solution. On a parlé de cloud souverain. C'est de bien choisir sa solution pour savoir à qui est-ce qu'on confie les clés de votre entreprise. Allez, une dernière question. Elle vient d'arriver. Celle d'Aurélie qui nous dit « Est-ce une bonne solution de migrer ces données sous Office 365 ?» Ça dépend du niveau de sensibilité des données. C'est pratique parce que ça permet de rapidement mettre en œuvre un espace collaboratif. Le niveau de sécurité de Microsoft est relativement bon. Par contre, si les données sont sensibles en termes de brevets, en termes d'importance vitale pour l'État, là, il va falloir y regarder de plus près et potentiellement mettre en place des solutions de chiffrement de données sensibles. Ouais, là, évidemment, c'est la question de la souveraineté. Où va-t-on stocker ces données, hein? Voilà, ouais. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous d'avoir posé des questions, d'avoir réagi pendant cette émission aussi avec nous, d'avoir posé des questions. J'espère qu'on vous a aidé, qu'on vous a donné quelques pistes. cybermalveillance.gouv.fr, c'est le site internet sur lequel vous retrouvez toutes les ressources qu'on a évoquées pendant cette émission. Un petit rappel et un rendez-vous à vous donner. Demain, entre 14h et 15h, il y a une autre conférence sur une thématique similaire, sécurisation des systèmes d'information. L'exception n'est pas la règle. On parlera matériel, réseau, management, usage et bonnes pratiques avec 3 intervenants qui seront avec nous depuis le plateau ici à Lyon de ce congrès du télétravail. Merci beaucoup à tous les trois. La suite continue évidemment sur le site du congrès du télétravail, congrèstélétravail.com.